troisième sujet de cette émission, les différentes manières de s'informer. On voulait vous faire écouter un son de France Inter hier, donc de Delevoye, qui a été reçu par Patrick Cohen. Et à propos d'une affaire, voilà, et il s'est exprimé sur justement la puissance des médias. On voulait vous faire écouter ce son avant de pouvoir en discuter ensemble. Intéressant dans les faits que nous avons vus, c'est que moi je suis ravi de l'éveil citoyen et du regard citoyen. En tant que médiateur, je crois qu'à un moment où on veut évaluer la politique publique, le fait qu'aujourd'hui la transparence va amener à la sagesse pour tous les décideurs. Mais ce n'est pas uniquement vrai qu'en politique. Tous les abus de pouvoir dans les entreprises, dans les chefs de service et en politique vont aujourd'hui être mis sur la table. Et moi j'espère que ça va amener une espèce de sagesse collective, car le regard citoyen. La limite de cela, c'est la délation et le soupçon. Et la vraie question qui se pose, c'est qui doit juger ? Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, les médias, vous faites votre travail en révélant les faits. Et on parle souvent du tribunal médiatique. Moi, je pense simplement que vous mettez sur la table un certain nombre de faits sur lesquels vous cherchez ensuite à ce que des décideurs décident par rapport à cela. La question de fond, c'est, je vois aussi, on parle du tribunal des électeurs. Mais les électeurs n'ont pas vocation, parce qu'ils élisent, à corriger des manquements. Il y a donc un phénomène sur lequel nous devons réfléchir. C'est le Premier ministre qui a dit oui, que c'est les électeurs qui tranchent. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas favorable à cette formule. Et je suis favorable, au contraire, à l'institution judiciaire et à la temporalité qu'on doit accorder aux juges. Pardon, Jean-Paul Delevoye, c'est la justice et rien que la justice. Mais il n'y a pas de jugement moral à avoir sur... Alors, je me permets de rebondir. Je ne sais pas si vous avez vu que ça avait fait un peu écho. Bon, je rejoins sur ce qu'il dit à la fin. Pour moi, c'est à la justice de trancher et pas aux électeurs de... Enfin, quand on parle d'affaires, quand les médias font leur travail et révèlent une affaire, moi, je ne m'insurge pas contre le fait qu'ils font convenablement leur travail, mais je le rejoins sur le fait que c'est à la justice de trancher. Après, sur le fait que les médias font toujours bien leur travail, pour moi, il y a plus débat. Je me permets de dire deux mots là-dessus. Il y a eu un déclic dans les années 60 que Noam Chomsky a mis en évidence, qui pour moi est essentiel et très peu connu du grand public, qui est que dans les années 60, en fait, les journaux se sont ouverts aux annonceurs. Jusque-là, le coût de production d'un journal devait être compris dans le prix de vente. Et à partir du moment où les annonceurs s'en sont mêlés et finançaient les journaux pour pouvoir mettre des publicités, les journaux ont pu baisser leur prix, avoir des formats attractifs, apparaître plus fréquemment, etc. Et du coup, les journaux qui attiraient les annonceurs forcément prospéraient, et les journaux qui attiraient moins les annonceurs, qui avaient généralement des opinions dissidentes, souvent différentes du gouvernement établi, eux avaient de plus en plus de mal à survivre. Et maintenant, ils ont carrément, pour beaucoup, disparu. Et du coup, pour moi, tant qu'on est dans un monde où les médias sont grandement financés par des publicités, par des annonceurs, forcément ils auront une orientation politique, puisque si les annonceurs ne sont pas d'accord avec les idées véhiculées et qu'ils se retirent, à ce moment-là, le journal fait très rapidement faillite. Et c'est arrivé au New York Times, qui est quand même un journal très connu. À la fin des années 70, il commençait à avoir un ton un peu dur vis-à-vis de... ce qui s'était passé dans le scandale du Watergate et d'autres affaires de ce genre. Et il y a eu donc retrait des annonceurs, et pour pas faire faillite, ils ont changé toute l'équipe du journal. Alors moi je voudrais rebondir aussi, parce que c'est pas seulement les annonceurs qui décident, qui ont le pouvoir de décider sur du coup les financements et donc la prospérité des médias, mais on peut voir aussi que c'est aussi et surtout les propriétaires de ces médias. On voit vite que les familles Bettencourt, si on prend Bernard Arnault, la famille Bouygues, etc., qui détiennent, si on prend les 100 plus grandes richesses françaises, qui détiennent presque plus de 90% des médias, on voit qui détient l'information. Bon, ça, je pense que beaucoup de gens le savent, mais c'est une réalité, quoi. Je vous invite à aller voir. On peut voir rapidement sur Internet avec une recherche sur qui possède quoi des médias français, et on se rend compte que vraiment tout est contrôlé, en fait. Et donc on peut se poser la question de l'indépendance des médias et de la liberté d'expression. On a beau jeu de dire qu'en France la liberté d'expression est présente. Si on permet pas à un média de s'exprimer librement, sans annonceur et sans propriétaire millionnaire ou milliardaire,
On sait que cette information elle sera reliée très difficilement à un petit nombre de personnes et que l'alternative de l'information n'existera tout simplement pas, n'existe tout simplement pas aujourd'hui aussi. Il y a quelques journaux, il y a quelques radios indépendantes, chaînes de télé, je crois que non, ça n'existe plus. J'ai eu le malheur de regarder la 1 Aïe. pour regarder le documentaire. J'ai pas de télé chez moi en fait, depuis pas 5 ans je pense, 7 ans que je suis à la fac. Et j'ai regardé ce documentaire sur Macron là, le lendemain des élections en me disant bon on va voir. Et je suis tombée sur le moment Canteloup, c'est ça ? C'est affligeant. Alors, faut que tu expliques parce que ici, je pense qu'on est plusieurs à parler. C'est juste après les infos de TF1 où c'est une mini-émission de 1 quart d'heure entre Nikos Aliagas et Canteloup qui commente l'actualité politique à la Canteloup, donc qui fait des... Qui caricaturise. Qui caricature. Et c'est celui qui fait des imitations, c'est ça ? Ouais. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et c'est assez affligeant quand même. Ouais. Enfin bon, j'ai vu que ça. Et après c'est TF1, c'est pas forcément le service public. J'ai pas regardé le service public. J'ai pas essayé, mais... Après ça doit être dur, j'imagine, de générer de l'humour tous les jours. Surtout, du coup, je pense même quelque chose. Ouais, et même j'imagine que parfois eux-mêmes ne sont pas fiers de leurs blagues et qu'ils se disent bon au moins j'ai fait le taf. On fera mieux demain. Voilà. Mais alors du coup, on peut se poser la question de qui devrait prendre en charge du coup cette indépendance médiatique, qui devrait financer, parce que c'est un coût. Tu as dit tout à l'heure, Rostin, c'est un coût. Et alors, qui c'est qui devrait prendre en charge ça ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est des lois qui devraient interdire la possession à 100% des médias par des personnes, Je pense qu'il faut vraiment revoir Oui, c'est surtout qu'on a souvent des cas de figure où les intérêts privés priment sur les intérêts publics, où l'accès à certaines informations est limité, peu diffusé, etc. On le retrouve dans énormément de sujets. Par exemple, il existe des formes d'agriculture qui sont aussi rentables que l'agriculture industrielle aux États-Unis, et ils reçoivent beaucoup moins de financement, alors qu'ils ont une meilleure rentabilité, moins de coûts, moins de base azotée qu'on utilise qui est très mauvais pour les nappes phréatiques. C'est pas dangereux pour l'environnement, ça évite d'attaquer la couche arable, et ils ont une diffusion tellement minime que la situation ne change pas, simplement parce que les agriculteurs et les consommateurs ne savent pas. Souvent, on entend les gens dire mais il suffit que les gens décident de consommer autrement, et forcément l'offre va changer. Sauf que pour choisir de consommer autrement, il faut savoir qu'on peut consommer autrement, et il faut savoir que ça n'est pas forcément un prix très élevé. On entend encore tout le temps les gens dire manger bio c'est cher. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Vous plus cher. Venez voir la conférence sur l'éléphant. On pourrait vous en reparler, mais on peut manger très bien et pas cher. Justement, pour en revenir à la connaissance, au savoir et aux médias, comment est-ce que vous avez vécu le travail des médias lors des élections, et qu'est-ce qui n'était pas satisfaisant pour vous ? Beaucoup de choses. Ouais. Là, on a pris quelques notes avant de venir pour avoir l'air un petit peu sérieux. Et ça a marché, hein. Et ça fait l'air sérieux, ça va. Ah bon. Tu veux en parler, Léonard? Non, Alors en gros, là, sous les yeux, j'ai le compte-rendu d'un article du Nouvel Observateur qui parle, par exemple, du temps d'antenne dans le cadre des campagnes législatives. Et ce temps d'antenne, en fait, c'est assez différent des présidentielles. Il est proportionnel au nombre de sièges à l'Assemblée. Ce qui fait qu'on a... Déjà acquis, du coup. Déjà acquis. Ce qui fait qu'on a l'EPS qui a parlé 2 heures, les Républicains qui ont parlé 1h40, l'UDI qui a parlé 20 minutes, le Parti radical de gauche qui a parlé 15 minutes, qui représentent ensemble moins de 30% des voix à la présidentielle, En Marche qui a parlé 12 minutes, la France Insoumise qui a parlé 12 minutes, le Front National 12 minutes et le Parti communiste français 8 minutes, qui ensemble représentent plus de 65% des voix à la présidentielle. Donc c'est assez intéressant de se poser la question de est-ce que c'est pas complètement désuet ce genre de loi? Est-ce que les réglementations du CSA pendant la présidentielle qui s'appliquaient qu'aux 15 derniers jours, c'est pas finalement un peu absurde? Est-ce qu'il y a vraiment eu une équité en termes de nombre de unes et d'articles sur les différents politiques? Est-ce qu'ils ont la même diffusion? Moi, j'ai pas cette impression, mais je voudrais pas non plus être trop orienté. Et en même temps, on peut aussi questionner le rôle du CSA, notamment avec la dernière affaire Hanouna, où en fait
il va juste se prendre un blâme et il va pas y avoir de conséquences autres, alors que ce qu'il a fait, c'est terrible, quoi. Pour le coup, c'est pour une fois les entreprises privées qui ont réagi plus rapidement. Les annonceurs qui ont réagi plus rapidement et plus radicalement que le CSA, quoi. On voit que finalement, le service public, il a peu de marge de manœuvre. C'est une histoire d'image peut-être là. Ouais, les annonceurs quand même. Oui, non mais c'est une forme d'image, mais en fait le résultat il est là aussi, quoi. C'est qu'à un moment donné ils se sont cassés et ils le faisaient pas avant. Alors peut-être qu'ils reviendront dans 5 jours, mais pour le coup c'est aussi ce qu'on a vu, c'est qu'ils sont partis et c'est peut-être un coup de bluff et d'image, mais le résultat il est que le CSA il met beaucoup de temps à réagir, quoi. Et il a moins de marge de manœuvre. Parce que, il met une amende, quoi. Comme tu mets 2 heures de colle à un élève qui a fait une connerie. Oui. Du coup, ça questionne. Ça questionne vachement. Et en fait, nous, du coup, pour revenir un petit peu aussi sur la confrérie, c'est suite à au matraquage médiatique qu'on a subi pour certains candidats, c'est ça qui nous a fait, nous a donné envie de proposer une autre forme d'information qui diffère de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et alors justement, vous informez comment, en règle générale ? Est-ce que vous privilégiez l'information nationale, l'information locale ? Moi, personnellement, je passe beaucoup par la presse écrite, mais j'essaie de lire également des journaux étrangers. Alors au début c'était horrible, je vous avoue, mais maintenant j'ai pris l'habitude de lire de la presse anglaise, américaine et française un petit peu, et puis dans la presse française de lire des journaux de gauche et de droite pour essayer d'avoir... oui, je lis aussi des journaux... Je suis pas encore arrivée à lire des journaux de droite. En fait, je suis en désaccord total avec énormément de sujets, mais par contre il y en a qui sont très bien écrits. Et en fait ça permet d'avoir une information qui tend vers une plus grande objectivité. Mais c'est pas génial non plus, hein, on fait avec ce qu'on a. Du coup, les médias étrangers sont beaucoup moins soumis à des histoires de rentabilité vis-à-vis des informations de pays étrangers. Mais encore plus orientés. Par exemple, y a un article du Guardian qui parle de Mélenchon et qui dit, la première phrase, c'est ce fan de Mao Zedong qui mange du quinoa. Voilà. Donc ça vous donne un peu... attention, hein, j'ai cité Mélenchon, mais c'est valable pour beaucoup d'autres candidats. Hein, ils sont très durs. Mais dans d'autres pays, l'orientation politique des éditorialistes, elle est écrite explicitement, en fait. Dans beaucoup de pays, je prends par exemple l'Angleterre, c'est assumé. C'est assumé. En France, jamais on verrait ça. On a beaucoup de journaux qui répètent encore et encore qu'ils sont neutres. Et je pense que justement, c'est peut-être... en tout cas, pour moi, c'est ça le cœur du problème, parce que finalement, les journalistes, ça reste aussi des personnes, et on pourrait aussi dire que c'est assumé qui donnent leur vision des choses. Pour moi, le problème, c'est pas tant que le journaliste est objectif ou pas, mais c'est plutôt qu'on n'est pas éduqué ou en tout cas sensibilisé à se faire un esprit critique de ce qu'on lit, en fait, ou de ce qu'on voit à la télé. Donc c'est pour ça qu'on prend tout ce qui est produit par les journalistes comme argent comptant, et on n'a pas d'analyse critique de ça, quoi. C'est un peu ce qui me... C'est un peu de ça dont on parle aussi à la prochaine confrérie du 5 juin. Donc on vous invite sur donc les moisissures argumentatives et savoir se défendre face à... toutes les techniques de démagogie communément utilisées par le monde politique. Et de langue de bois. Oui. Et apprendre à les reconnaître pour dire à la personne qui est en face de vous, ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant, mais si tu le dis comme ça, tu te décrédibilises au final. Parce que tu es en train de prendre l'ascendant dans la discussion, mais d'une manière qui est fallacieuse. C'est utile pour un débat, pour un discours, dans la vie en général, en fait. C'est vraiment c'est les prérequis que tout le monde devrait avoir et qu'on devrait apprendre à l'école aussi. Pour se défendre dans la vie face à l'image médiatique, face au discours médiatique.